Démarrez la journée du bon pied en regardant vos émissions matinales avec le laboratoire Mylan. Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris Île-de-France. Nous sommes aujourd'hui à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Avec moi, des entrepreneurs. Ils ont fondé un site d'info, 8 millions de vues par mois, un site de rencontres, un site de garde à domicile, un hôtel de luxe ou encore une ligne de mode pour les animaux. Oui, les chats, les chiens, un marché en plein boom, des petites bêtes qui nous apportent beaucoup mais qui rapportent aussi beaucoup. Bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, installé aujourd'hui à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Une petite question pour commencer cette émission. Combien d'animaux domestiques en France? Eh bien, presque autant que d'habitants. 63 millions, qu'ils soient à écailles, à plumes ou à poils. Les chiens et avant eux les chats qui arrivent en tête de nos animaux préférés en France. Même le président de la République, on le sait, y a succombé. Pour eux, rien n'est trop beau. Des croquettes bio, des mutuelles santé, des spas, des objets connectés, les animaux domestiques. C'est aujourd'hui un business en France de 4,5 milliards d'euros. C'est énorme. La pet économie explose. Alors on a voulu comprendre jusqu'où pouvait aller cet amour des animaux avec nos invités qui, eux, en ont fait leur activité principale. Elisa Gorins, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous n'êtes pas venue toute seule. Je suis venue avec Nala. Nala qui est sur vos genoux, qui a 6 ans. 6 ans. C'est ma priorité dans la vie, je ne compte pas, une relation fusionnelle qui a fait de vous une journaliste à plein temps maintenant, puisque vous avez votre site d'info spécialisé qui s'appelle Wamiz. Énorme succès, vous comptabilisez 8 millions de vues par mois. Bravo, vous êtes une référence en tout cas pour ceux qui aiment les animaux. Jean-Luc Vimino, bonjour. Bonjour. Cette proximité entre les animaux et leurs maîtres, vous en êtes devenu un expert. Vous animez depuis 15 ans la réflexion justement sur les relations entre l'homme et l'animal, auteur de plusieurs livres, cofondateur d'Anti-Chien également et fondateur de CAP, Convergence Animaux Politiques. C'est une agence de lobbying auprès des politiques pour faire avancer votre cause. Julien Muller, bonjour. Bonjour. Vous non plus, vous n'êtes pas venu tout seul. Il était assez facile d'identifier l'animal qui est sur votre épaule. Enfin, en tout cas, moi, je me suis trompée déjà, parce que j'ai dit perroquet et vous m'avez rectifié, vous m'avez dit qu'il s'agissait d'un cacatoès. Voilà. Alors chez vous, vous n'avez pas que Hector. Vous avez également, c'est un peu l'Arche de Noé. Hein, vous avez un chien, deux chiens, pardon, un chat, une mouette adoptée, une souris qui est aveugle et handicapée. Vous avez fait de votre passion pour les animaux une entreprise florissante qui s'appelle Holy Dog, gardiennage, alerte en cas de disparition, alimentation innovante, médias et même un club de rencontres pour les propriétaires. Vous avez décliné le concept et en tout cas, ça cartonne. Isabelle Courtenay, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous aussi, vous avez un animal de compagnie, une chatte. Oui. Elle s'appelle Cléopâtre. Et parce que vous ne trouviez pas tout ce que vous vouliez pour elle, puisque rien n'est trop beau, vous avez créé votre propre marque de vêtements et d'accessoires. Vous nous en avez apporté quelques-uns aujourd'hui. On va découvrir ça ensemble. Enfin, Davy Burin, les Américains connaissent ce concept depuis plusieurs années. C'est moins connu en France. Vous avez fondé le premier palace canin qui s'appelle Actuel Dog. C'est à Vincennes. Des suites avec télé, ambiance musicale, tout le confort pour les animaux. Alors, je le disais en introduction de cette émission, un foyer sur deux où l'on trouve au moins un animal de compagnie, 13 millions et demi de chats, 7 millions et demi de chiens. C'est chaque année un peu plus. Preuve que nous sommes toujours un peu plus fous de nos toutous. Mais jusqu'où? Écoutez. À tout, peut-être pas, à beaucoup, oui. Avoir un budget spécial, des tenues vestimentaires spéciales pour la sortir, notamment parce qu'elle salit beaucoup. Et puis des frais vétérinaires si c'est nécessaire, puis l'emmener en voyage un peu partout. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, prête à tout. Disons que je ne suis pas complètement
gnangnan. Et je garde, il me semble en tout cas, que comme pour les enfants, j'essaie de garder quand même la tête sur les épaules. Je suis prête à tout pour répondre à leur amour, et à leur bien-être. Mais non, pas à tout. C'est comme des enfants, oui, on les éduque comme des enfants. C'est-à-dire, la première chose à leur apprendre, c'est non. C'est une partie intégrante de ma famille, enfin, qui est petite, donc c'est lui et moi. Et donc c'est vrai que j'y prends soin. Par exemple, on va plus en voyage très loin sans notre chien. Du coup, ça fait 5 ans qu'on n'a plus pris l'avion. Je fais beaucoup, j'y consacre un gros budget, surtout santé. Comme je laisse mes chiens assez souvent en liberté, il y a pas mal d'accidents, donc il y a des frais vétérinaires quand même assez conséquents. J'ai une mutuelle, par exemple, pour mes animaux. Des vaccins, des croquettes, des visites, donc c'est une décision à mûrir avant de prendre un animal de compagnie. Entre la nourriture, les à côté, tout ça, 300, 400 € par an à peu près. Le budget mensuel, il doit être aux alentours de 35 € facile, non 40 € avec les petits biscuits, 40 € par mois. Par mois, je dirais à peu près 250 € environ. Et parce qu'elle mange bio. Voilà. Elle mange bio. Voilà, c'est ça. Donc j'ai un budget un peu plus important du coup. Ma famille, mes enfants, on a entendu ces mots-là, sont des relations très fortes. Vous êtes venu donc avec Nala, qui a été adoptée il y a 6 ans, c'est ça. Vous avez toujours aimé les animaux à ce point? Depuis toute petite, j'adore les animaux. J'ai toujours voulu en avoir un. Mes parents ont toujours dit non, jusqu'au jour où j'ai trouvé Nala et où je l'ai imposée chez moi. Et à partir de ce jour-là, c'est toute ma vie qui a changé. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Ça peut être un chien parmi des milliers. J'avais, pendant des années, pendant mon enfance, j'avais observé toutes les races de chiens qui existent pour toutes les connaître et savoir laquelle me correspondait. Je savais que l'Épagnol papillon faisait partie des races qui correspondaient à mon mode de vie. Et un jour, je l'ai croisé par hasard dans un salon de toilettage, dans la vitrine, et je me suis dit, c'est un signe. Et voilà. Bon, vous avez eu un vrai coup de cœur. Julien Muller, on le disait, 2 chiens, un chat, une mouette adoptée, un perroquet et une souris qui est aveugle et handicapée que vous avez recueillie. Ça va beaucoup plus loin qu'un animal de compagnie. C'est une vraie passion. Vous diriez carrément que c'est un sacerdoce, c'est toute votre vie? C'est ma famille. C'est votre famille? C'est ma famille. Je travaille avec eux, je les ai au quotidien. Quand j'en vois dans la rue, je suis attiré vers le chien, vers le chat. Enfin, je les aime, donc j'ai envie d'améliorer leur quotidien. C'est un peu ça que je veux faire. J'ai une connexion. Je pense que j'ai une affection bien plus forte que beaucoup de personnes. Ouais, vous avez envie toujours de les soigner, de les sauver, de les aider. Je veux qu'ils soient bien. Je veux ce sont vraiment des êtres purs. Et j'aimerais qu'il y ait le moins d'animal triste. Tout simplement. Isabelle Courtenay, vous avez une chatte, Cléopâtre. Oui. Vous avez ressenti le besoin d'avoir un animal il y a 10 ans. Ouais. Pourquoi? Racontez-nous. En fait, j'ai commencé à avoir envie d'avoir des enfants. Et je ne pouvais pas. Et je suis tombée sur cette race très particulière qu'est la race des sphinx. Et je suis tombée amoureuse de tout, de la texture, de la chaleur, de la peau et du caractère. Vous dites, je l'ai attendu comme un enfant. Oui. C'était à ce point-là, vous le ressentiez physiquement? Oui, et puis surtout, c'est comme ça qu'a commencé à naître l'idée d'Isabelle Courtenay, enfin de la marque, je veux dire. Je préparais son trousseau. Vous avez préparé son trousseau, ça vous a donné des idées, et aujourd'hui vous la considérez un peu comme ce qu'on a entendu là, comme votre fille. C'est ma fille non humaine, oui, clairement. Ouais. Davy Borin, quand on fonde un hôtel pour les chiens, c'est qu'on a une passion particulière pour eux également. Vous vivez entouré de bêtes, vous aussi? Je vis effectivement avec mon époux qui est comportementaliste, lui, depuis plus de 20 ans. On va dire que quand je suis tombée amoureuse de Stan, je suis aussi tombée amoureuse de sa passion. C'est pas de l'ordre du cérébral, c'est de l'émotion. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. On a la fibre ou on ne l'a pas. Après, c'est une question de philosophie de vie, de respect des autres vies, autres que celles humaines.
que la sienne. Jean-Luc Vimino, secrétaire de l'AFIRAC, alors on va le dire une fois, hein, Association française d'information de recherche sur l'animal de compagnie, ça c'était pendant 20 ans. On l'a dit, vous avez écrit plusieurs livres, vous faites du lobbying auprès des politiques. C'est toute votre vie, les animaux. C'est votre cause. Oui, il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Pour le résumer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, à 8 ans, dit à ses parents « je vais être vétérinaire », qui s'aperçoit, après 2 années de classe préparatoire, qu'il est nul en maths et qui va conduire sa vie autour de l'animal avec quelque chose de très déraisonné au début, parce que je suis né entouré d'animaux, j'étais très tôt imprégné. La condition animale m'a toujours importé, j'ai beaucoup milité. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un parcours de vie qui m'a fait aussi réfléchir sur la place que nous leur accordons, sur la place que la société veut bien leur laisser, et puis peut-être aussi essayer de faire en sorte que le regard se modifie. Parce qu'on vient de parler du vivant à l'instant. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout de savoir ce que l'animal dit de l'humain et faire en sorte que dans notre société, il soit accepté et il soit respecté en termes de bien-être et en termes de conditions, ce qu'on appelle la condition animale. Et singulièrement, je crois aujourd'hui, dans notre société, l'animal nous renvoie ce contact au vivant autre que l'humain, nous renvoie des choses que nous autres, entre humains, nous avons un peu de mal à préserver. Oui, justement, j'avais envie de vous demander, pour expliquer ce boom des animaux de compagnie, c'est un phénomène de société. Les chiffres c'est une progression fulgurante. Plus 7% en moyenne en 2 ans pour les chats et les chiens, qui représentent, les chats et les chiens, c'est 80% à peu près de la valeur totale du marché de l'animalerie. Comment vous expliquez ce besoin qui ne cesse de croître dans la société ? Grande question. Je ne sais pas si un jour j'aurai la réponse. Non, mais vous êtes bien placé pour en avoir une idée. Il y a une première explication, il y a le changement de société. Je crois qu'une société qui était fondamentalement rurale est devenue une société totalement urbaine, a perdu, et j'enfonce une porte ouverte, un certain nombre de repères et de repères au vivant. Et nos animaux sont passés de la campagne au canapé, à l'épaule, au TGV, à la voiture. Et ils ont, dans leur façon de s'adapter aussi à leur relation à l'humain, ils ont créé probablement des liens que l'humain moderne, entre guillemets, ou nos concitoyens acceptent plus librement aujourd'hui d'exprimer. Je crois qu'aujourd'hui, il viendrait à peu de personnes qui ont un animal la pensée de dire « je ne parle pas de mon amour pour Hector, je ne parle pas de l'affection pour cette petite chienne, etc. » Je crois qu'on se libère. Moi, souvent, j'ai l'impression que les gens ont perdu un peu de pudeur, mais ils l'ont perdu positivement. On ose dire que l'on a de l'affection, de l'attachement pour un animal de compagnie. Ils osent dire, ça nous fait du bien. Et qu'on transfère, on a de l'empathie, on est bienveillant. Oui, vous avez écrit un livre là-dessus, Un animal et la vie est plus belle, ces animaux qui nous font du bien. C'est précisément ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens osent dire, moi ça me fait du bien, voire j'en ai besoin, carrément, ils avouent. Il n'y a pas que dans la réalité, on a vu sur les réseaux sociaux l'explosion des images de ces petites bêtes, qu'elles soient domestiques ou un peu plus sauvages, et ça cartonne à chaque fois, il y a des millions de vues. Comment vous expliquez ça? Pourquoi ces images ont autant de succès? Là aussi, vraie question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Le fait que le support, le médium, les médias que l'on utilise nous installent un peu avec une forme de filtre entre le monde extérieur et la vie très intime que nous vivons avec notre animal. En clair, on n'est pas aussi exposé que lorsqu'on est dans la rue avec son chien à le câliner, à le papouiller. On a peut-être encore un petit peu cette réserve. Là, le laisser aller sur l'espace numérique, c'est livrer aussi une part de soi-même, c'est se dévoiler, mais c'est quand même garder peut-être une forme de distance. Pourquoi aussi les gens réagissent? Parce qu'il y a non seulement ceux qui le mettent, qui le diffusent, il y a tous ces nombres de vues qui sont extraordinaires. Je crois que ça fait vibrer chez l'humain quelque chose de fondamental, une fois encore, qui est sa relation au vivant autre que l'humain. Parce que ça renvoie à des choses qui ne vont pas être de l'ordre du rationnel, de la communication comme entre nous deux. Ça va être lié à nos affects, à nos émotions. Ça va être lié à la façon très singulière que nous avons à communiquer. Et c'est à nous d'entrer aussi dans cette sphère-là. Vous dites c'est autre que l'humain. Ceci dit, je reviens sur vos propos au début de l'émission, Julien Muller. Vous disiez, le mot famille revient souvent. Ça fait partie de ma famille. Quelle différence faites-vous entre une famille classique qui n'aurait pas d'animaux et puis une famille qui accueille des animaux comme la vôtre? C'est une famille élargie, enrichie, agrandie. C'est quoi cette famille? Pour mon cas, moi, c'est ma famille. Si
j'avais des enfants, je les mettrais au même niveau que mon chien ou que mon perroquet. C'est tout le monde pareil. Je pense qu'il y a une évolution de la société aussi, où avant les chiens, il y a 40-50 ans, ils restaient dehors et maintenant ils sont dans nos lits. Donc pour moi, il fait vraiment partie de ma famille, quoi. Et je dépenserais autant, voire plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dépenseraient plus d'argent pour leur chien que pour leur enfant. Et vous avez conscience que ça peut choquer ce genre de phrase auprès du grand public? Oui. Même s'il n'y a aucune mauvaise intention derrière, mais ça peut choquer d'entendre ça. Ça pourra choquer, on va dire, les générations qui sont un peu plus anciennes, on peut dire. Moins les générations qui arrivent, moins les nouvelles. Elisa, justement, racontez-nous cette relation très particulière, très fusionnelle avec Nala. Vous nous avez dit en préparant cette émission, ça a été très compliqué au début parce que c'est un animal qui souffrait de gros problèmes d'anxiété. Comment ça s'est construit au fil du temps? Racontez-nous. Alors, quand j'ai acheté Nala donc, dans un salon de toilettage, j'habitais encore chez mes parents qui ne voulaient pas de chien et je l'ai imposé. Donc, j'avais d'une part cette culpabilité-là, même si finalement ça s'est heureusement très bien passé. Mais par contre, j'avais de gros problèmes avec elle qui avait énormément de problèmes de comportement. Pour tout vous dire, à sa première consultation chez le vétérinaire, à même pas 3 mois, elle a été mise sous antidépresseurs. Des antidépresseurs très forts qu'on donne pour les hommes. Ce qui était évidemment exagéré. Et ça se donne aux chiens? Ça peut se donner aux chiens. Dans des cas extrêmement compliqués. Mais moi, je m'attendais à ce que ce soit le rêve d'avoir un chien. C'était le rêve de ma vie. C'était que du bonheur pour moi et ça s'est retransformé en cauchemar. Je me suis dit, comment je vais faire? J'ai même pensé à l'abandonner. Je me suis dit, c'est pas possible. Je pourrais pas garder un chien qui va me pourrir ma vie. J'avais 18 ans. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, c'est pas possible. Tu peux pas penser comme ça. Il faut que tu te donnes les moyens de rendre cette chienne heureuse, épanouie et que vous avanciez ensemble en réglant les problèmes un à un. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu des éducateurs canins, j'ai vu des vétérinaires. J'ai changé de vétérinaire, j'ai vu des comportementalistes, j'ai beaucoup travaillé à plein temps quasiment, je lui consacrais toute ma vie, je me suis énormément renseignée sur comment rendre un chien heureux, comment faire pour qu'il soit épanoui. Et finalement, nous avons réussi, puisqu'aujourd'hui elle a 6 ans, c'est toute ma vie, c'est ma famille, voilà, et elle travaille avec moi au quotidien et je ne peux pas concevoir de m'en séparer. Vous ne la quittez jamais, hein. Jamais. Concrètement, ça veut dire vous dormez avec elle? Je dors avec elle, je fais tout avec elle, je travaille avec elle. Vous l'emmenez absolument partout? Partout. Vous ne la laissez jamais? Je peux la laisser très rarement quand je pars en vacances à l'étranger. Je ne me prive pas de partir en vacances à l'étranger. À ce moment-là, je la confie à quelqu'un de confiance ou à la famille. Mais ça reste très rare. Au quotidien, elle est avec moi non-stop. Si je vous dis que d'après un sondage, 48% des femmes, c'est-à-dire presque 1 sur 2, la moitié, laisseraient tomber un prétendant qui n'apprécierait pas leur boule des poils. Vous en faites partie? Absolument. Oui? Ah bah jamais je choisirais un prétendant qui n'aime pas les animaux. C'est pas possible, elle passe avant tout. Ah, elle passe avant tout, donc lui, il s'en va. Hein. Oui. Le choix est très clair. Vous, c'est pareil? Il n'entre pas. Il n'entre même pas dans Il n'entre pas. dans la maison. D'accord. Bon. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ah, voilà, non, je sentais bien qu'il y avait l'expérience qui parlait. Alors, on voit à quel point on les aime, hein, ces animaux, et on est prêt également à beaucoup dépenser pour eux. Vous allez le voir, c'est un business juteux estimé à 4,5 milliards d'euros. C'est énorme. Chaque année, plusieurs salons sont dédiés à nos amis les bêtes. Et on va découvrir ça en images avec Frédéric Ovas et Pierre Pachou. Une boule de poil qui vous séduit et vous vous retrouvez avec un animal de compagnie, comme un Français sur 2. Et ce sera plutôt un chat. L'Île-de-France est la région où ils sont les plus nombreux. Au total, 11 400 000 sur le territoire. Désormais, plus que les chiens, 7,4 millions. Le chat est plus adapté à notre mode de vie. Le secteur animalier se porte bien, plus 8% en 2 ans. Un chien, ça va coûter 1 000 € en moyenne, un chat ou un chien. Et après, on va ventiler pour une année globale. On va avoir un budget de 1 000 €. Ça va être ventilé sur 50% en alimentation, 30% en partie vétérinaire, santé et soins. Et ensuite, ça va être les 20% plaisir, les achats d'un accessoire, une gamelle, un jouet. Côté alimentation, les gammes de produits se multiplient pour petits, gros chiens, chats stérilisés et autres. Les nouvelles technologies sont là, comme ce GPS 180 € qui localise et donne un périmètre à votre animal.
Du coup, la facture augmente. Sur fond de crise, l'achat plaisir explose. Comme pour les enfants, les licences, les marques envahissent les panières. On a envie que l'animal et tous ses accessoires s'intègrent dans son intérieur, donc avec des collections maintenant de gamelles assorties au coussin, des effets de mode sur le coussin avec des couleurs qui changent. Et vous avez des prix très variables qui peuvent aller du produit, par exemple l'arbre à chat de 9 € jusqu'à des arbres à chat qui vont aller jusqu'à 500-600 €. Autre tendance, le barf. Cuisiner pour son chien. Ce n'est pas forcément moins cher. Enfin, sachez que l'animal à la mode est une poule, plus 17% par an. Alors les poules, je ne sais pas combien ça coûte, mais votre chien, vous avez fait, votre chienne en l'occurrence, vous avez fait le calcul. Budget plus de 2 000 € par an. Alors c'est un calcul que j'ai fait exprès pour l'émission, mais j'avais jamais calculé parce que je compte pas. Quand je veux quelque chose pour elle, je le prends, je réfléchis pas. Je peux même pas vous dire combien j'en ai par mois parce que c'est elle qui passe avant tout. Quand je fais mes courses, je pense d'abord à elle, à ce qu'il lui faut à elle. Moi, je passe après, donc je compte pas. Budget moyen annuel pour les Français, c'est entre 600 et 800 € par an. Les achats plaisir, comme on entendait dans le reportage, vous connaissez quoi par exemple ? Ça peut être des manteaux, ça peut être des harnais, des colliers. Ce sont des choses qui me font plaisir plus à moi qu'à elle. Comme souvent j'entends... vous l'avouez, c'est bien de le dire. Oui, j'entends souvent ton chien, il est pour y gâter. Non, mon chien n'est pas pour y gâter. Elle n'a pas conscience de ce qu'est la possession. Elle ne sait pas combien... C'est vous qui vous faites plaisir. C'est moi qui me fais plaisir, oui. Mais je pense toujours à son bien-être avant tout. Jamais j'achèterai quelque chose qui ne lui convient pas, qu'elle ne veut pas mettre, qui lui est inconfortable. Il faut que je trouve le bon compromis entre ce qui me plaît à moi et ce qui peut lui être utile à elle. Avec des bons petits plats maison, par exemple, vous nous racontiez que vous avez une recette, par exemple. Je mélange des blancs de poulet, des haricots verts et du riz. C'est ce que je lui donne principalement parce qu'au moins je sais à peu près ce que je lui donne, ce qui n'est pas toujours le cas pour toutes les croquettes. Mais ça peut varier de temps en temps. Je lui donne aussi un peu de pâté, un peu de croquettes, ça dépend. Vraiment, je ne suis pas favorable à la technique on donne la même marque de nourriture toute la vie pour le chien parce qu'il n'a pas besoin de changer. Moi, je trouve que des fois, elle en a marre. Alors je change, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Isabelle Courtenay, idem pour Cléopâtre. Rien n'est trop beau pour votre chatte. Vous ne faites jamais attention à votre budget? Non, là justement, je suis en train de me rendre compte qu'entre les frais de santé, la mutuelle, la litière, comptez 800 € par an. Mais j'ai qu'un seul chat. Oui. Bon, donc ça va, c'est pareil, vous l'avez calculé, intégré à votre budget. Des mètres prêts à dépenser sans compter pour le bien-être des protégés, c'est évidemment un énorme marché, on l'a dit. Julien Muller, vous avez fondé Holidog en 2012. C'est une société qui offre plusieurs services pour les animaux. On va en parler. Comment est né le projet? D'où vous est venue l'idée? Tout simplement parce que je devais partir en vacances et je trouvais personne de confiance pour garder mon chien. Donc j'ai créé le système de gardiennage. Alors on va voir en image ce sujet, précisément sur ce gardiennage qui est un énorme besoin, un business en plein boom. Antoine Marquet et Louise Simondet ont rencontré Bertrand Tournier. C'est le fondateur de Youpi Job qui propose justement des services de pet sitter, comme on dit aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Entrez. Vous êtes Charlotte? Oui, c'est ça. Voilà. Enchantée. Bonjour Delphine. Je vous présente Madness. Donc ce sera le chien que vous allez garder ce week-end. Pendant 2 jours, c'est Charlotte qui va s'occuper de Madness, ce berger australien. Elle passera matin et soir au domicile de Delphine qui part en week-end. Mais il est chez lui. Nous, ça fait un passage à la maison pour aussi sécuriser peut-être un petit peu la maison. Et puis, ça lui permet de rester dans son élément. Il est petit, on ne change pas ses habitudes. Et puis voilà. Charlotte a été choisie pour son expérience de pet-sitter, comprenez, de garde de chien, mais surtout pour son tarif, 59 € pour 4 longs passages en 2 jours. Je vais donc nourrir les chiens, leur donner à boire, jouer avec eux, les promener. Une garde de chien à domicile trouvée grâce à un site internet spécialisé dans les services à la personne. Et il faut dire que l'été, la demande en garde d'animaux explose. Plus d'une centaine de requêtes par jour, rien qu'en Île-de-France. Passer par un site permet
de sécuriser le profil du pet-sitter. C'est un sujet sensible, la garde d'animaux. On ne confie pas son animal de compagnie comme ça. Donc nous, on est très attentifs au profil qu'on intègre sur la plateforme. Encore une fois, il y a une triple validation de l'identité de la personne. Et ensuite, ça repose beaucoup sur les évaluations qui sont laissées par les autres membres. Il boit énormément parce que les croquettes, ça assèche. Donc on lui donne à boire tout le temps en continu. Preuve que les propriétaires ont changé leur comportement face à leurs animaux de compagnie. L'association 30 millions d'amis estime qu'il n'y a plus que 100 000 abandons de chiens et de chats chaque année en France. C'est encore énorme, mais c'est 4 fois moins qu'il y a 30 ans. Une centaine de requêtes rien qu'en Ile-de-France par jour et des clients de plus en plus exigeants, on vient de l'entendre. Vous seriez prêt à confier votre chat à n'importe qui ? Non, bien sûr que non. Et donc, c'est quoi vos critères de sélection? Qu'est-ce qui vous inspire confiance? Comment faites-vous? Eh bien, en fait, je la confie plus. Ah, vous la confiez plus du tout? Non. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage, un ami, de la famille? Mais elle veut plus sortir de la maison. C'est elle qui ne veut pas? Les 2 dernières fois, ça s'est pas très bien passé. Et le vétérinaire m'a dit, si elle a 10 ans, elle veut plus sortir, c'est pas grave, tant qu'il y a quelqu'un qui vient régulièrement. Alors maintenant, j'organise ma vie en fonction de ça. Ah, vous organisez toute votre vie? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la laisser? Bah, je peux plus. Je sais pas comment je peux envisager de long séjour. Comment vous faites pour confier vos animaux quand vous vous absentez? Nous avons toute une équipe de professionnels. Oui. Ça, c'est l'avantage. Mais oui, c'est ça. Qui prennent le relais. Voilà. Mais il est très rare dans ce métier de pouvoir s'absenter. De pouvoir s'absenter. C'est un véritable sacerdoce. Je dis régulièrement que l'on fait un travail de fermier en ville. Peu importe les jours fériés, peu importe le dimanche. Les chiens ont le même besoin tous les jours. Et ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de courir, ils ont besoin d'interagir entre eux. Évidemment, ils ne choisissent pas les jours durant lesquels ils tombent malades. Donc, il faut être OP immédiatement. Et vous, avec votre famille particulière, parce qu'il ne s'agit pas seulement de chats et de chiens, j'imagine qu'on ne confie pas un perroquet ou une souris comme ça? Non. Alors nous, déjà, il y a mon ami qui, en général, quand je voyage, qui s'en occupe. Ou alors, ils ont un groupe de pet-sitters qu'ils ont depuis plusieurs années, qui s'occupent d'eux et tour de rôle, qui vont rester. Ils restent à la maison avec tout mon groupe et se garder chez moi, donc dans leur environnement naturel. En tout cas, ce gardiennage, ce pet-sitting, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et en ce qui vous concerne, c'est une incroyable success story. Vous êtes présent dans 13 pays maintenant. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait la différence, la clé de votre succès? Déjà, j'ai créé le système sur un besoin que j'avais moi-même. Et c'est très important que les gens rencontrent le pet-sitter avant pour créer cette confiance. Ce que vous avez montré dans le reportage, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui passe chez la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. On s'est interdit de le faire. Parce qu'un chien ne peut pas rester 23 heures sur 24 tout seul et avoir quelqu'un qui passe de temps en temps. Vous, c'est vraiment de la prise en charge? C'est de la présence, surtout. Vous avez décliné les services ensuite. Alors, Pet Alert, qui est un réseau Facebook qui a permis de retrouver 450 000 chiens et chats en 4 ans. C'est un site de recherche. C'est évidemment très malin comme idée d'utiliser les réseaux sociaux. Teen Dog. Alors là, c'est quand même plus rigolo. C'est la rencontre, un site de rencontre entre les propriétaires d'animaux. Ça marche bien? Oui, on a plus de 100 000 utilisateurs. Avec des histoires d'amour qui ont marché? Oui. On a des cartes avec des enfants qui sont nés sur cette app, des mariages. Mais il faut avoir les mêmes animaux? Les propriétaires de chats vont avec les propriétaires de chats? C'est que des gens qui aiment les animaux. C'est un bon filon, les animaux. C'est un bon filon, c'est un business, mais c'est ma passion. Donc, et je pense que je fais du bon travail parce que c'est ma passion. Je pourrais faire rien d'autre que ça, en fait. Comme ça, oui, il y a... Une pince, là. Il a une capacité à tourner sa tête complètement de l'autre côté. Je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Ouais, c'est incroyable. Il fait des choses que vous imaginez même pas. C'est-à-dire? J'ai pas d'exemple là, mais c'est très curieux, c'est incroyable, c'est très intelligent, ça fait la chauve-souris, ça ouvre le tiroir, il sait ouvrir sa cage, il sait reproduire. C'est un animal qui règle les problèmes. C'est l'animal... Tout seul ou parce qu'on lui dit de le faire? Non, il observe. Là, il a un avis sur tout le monde, il évalue son environnement, c'est incroyable. C'est le 3e animal le plus intelligent dans le rapport taille du cerveau et intelligence. Est-ce que vous diriez que
les Français aiment moins les animaux que d'autres nationalités. Non. Par exemple, on est en retard, en avance, on est... La France est un des pays où on aime le plus les animaux. Mhm. En revanche, on fait toujours le comparatif entre les Américains et les Français ou les Européens. Les Américains sont beaucoup moins pragmatiques. Ils adorent. C'est même pas lié qu'aux animaux, c'est lié à leur culture. Ils seront beaucoup plus à essayer des choses, à acheter des accessoires pour leurs animaux, à tester des nouveaux services, alors que les Français sont plus pragmatiques. Ils dépensent beaucoup, ils aiment autant qu'un Américain, mais ils feront pas certaines dépenses. D'accord. S'ils en sont... Et c'est là un peu la différence. Non, parce qu'on a vu aux États-Unis, il y a Pet Airways qui est une compagnie spécialisée pour les animaux de compagnie. Il y a du Doga, le yoga pour chiens. Ça, vous dites, c'est du délire, c'est du gadget, ou ça pourrait très bien être importé chez nous aussi? Ça arrivera. Ouais. Et la compagnie, c'est moi qui la ferai, donc... Ah ben voilà, non mais je vous fais confiance pour... Davy Burin, votre mari est comportementaliste pour les animaux. Vous avez créé un hôtel Actual Dogs qui est à Vincennes. Même question, comment vous est venue cette idée? Vous vous êtes inspiré de l'étranger? Ça a germé dans votre tête? Stan est parti d'un constat. Il faut savoir qu'il vivait à l'île Maurice avant. Et lorsqu'il a commencé à exercer en France, il y a environ 15 ans de ça, il est parti d'un constat assez triste en disant mais le chien a une place particulière dans la société, la place du chien a évolué. On est passé d'un chien de fonction à un chien de compagnie-famille et rien n'était adapté dans le mode de garde au moment où les propriétaires s'absentaient. Et en tant que comportementaliste, ce qui le choquait, c'était que le bien-être du chien n'était pas considéré dans les modes de garde. On le mettait dans une cage et les propriétaires s'en allaient sans même se poser la question de savoir si le chien allait s'épanouir comme il le fait au quotidien. Il n'y avait pas de mode de garde qui continuait le mode de vie du chien. Et en partant de ce postulat, à l'île Maurice, il faut savoir que le commerce numéro 1, c'est l'hôtellerie. Et il a donc associé sa passion, son savoir-faire à l'hôtellerie. On a filé quelques images. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet hôtel? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Les chambres, les installations? Donnez-nous une idée plus précise. Tout est particulier, et dans la forme et dans le fond. Dans la forme, par rapport à des pensions classiques, c'est que nos chiens ne sont pas enfermés, ils évoluent en collectivité. Ils s'entendent bien parce qu'ils ne se connaissent pas quand ils arrivent. Alors ça, c'est le travail de Stan, qui est comportementaliste, et de toute l'équipe qui est professionnelle et qui savent justement créer ce lien-là et créer un affect, et on devient une sorte de seconde famille en fait. Et on se fait respecter parce qu'on parle leur langage. On ne leur demande pas de venir vers nous, on va vers eux et on les comprend. Et ça, c'est la différence entre une garde professionnelle et traditionnelle. 6 chambres de 9 mètres carrés, 2 suites de 12 mètres carrés, lit, télé, musique d'ambiance, une doggy cam pour que les maîtres puissent voir leurs animaux. Vous parliez du bien-être en général et de votre mari comportementaliste qui s'occupe aussi de la santé mentale, du bien-être des animaux. On va l'écouter justement. On est parti, si vous voulez, sur quelque chose de plus luxueux, au fait, par rapport aux chenilles qu'il y avait avant, les pensions qu'il y avait avant. Ça, c'est cette partie-là. Mais le plus important, nous, c'est au niveau comportemental, le travail qu'on va faire sur chaque animal. Il y a plusieurs troubles du comportement, je vais dire l'anxiété, phobie, la peur, je vais dire l'agressivité, la dominance, parce que le chien était mal géré, etc. Les hommes, souvent, ils ne savent pas comment communiquer avec le chien. Et c'est plus ça. Un chien, c'est pas un humain. Il y a une autre mode de fonctionnement, une autre mode de communication. Et bien souvent, nous, les humains, on ne sait pas trop comment communiquer avec les chiens. C'est plus ça que moi, j'apprends aux propriétaires pour qu'ils apprennent à mieux communiquer avec leurs chiens. Alors le bien-être, évidemment, tout le monde adhère, mais un spa pour chiens, très franchement, c'est pas un peu du luxe? Tout dépend
pour quelle finalité vous le faites. Ouais. On peut faire plaisir au chien, il a quand même des sentiments, faut pas l'oublier. Et si le chien est bien dans sa tête, il sera heureux et le maître aussi sera heureux. C'est une boucle qui est bouclée en fait. Votre site Wamiz, où vous postez à peu près 4 à 5 articles par jour, il comptabilise 8 millions de vues par mois. C'est absolument gigantesque. Quelles demandes, quelles attentes ont les propriétaires d'animaux? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Alors on note, et ça c'est certain, une vraie volonté de faire au mieux pour son animal. Voilà, l'animal n'a plus cette fonction de juste animal dehors. Voilà, c'est vraiment un membre de la famille et on veut le mieux pour lui, même mieux peut-être que pour soi-même. C'est-à-dire qu'il y a de vraies interrogations sur l'alimentation, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation que je donne à mon chien? Parce que je veux qu'il vive le plus longtemps possible. Donc pour qu'il vive le plus longtemps possible, ça passe entre autres par la nourriture. Donc c'est vraiment quelque chose qui intéresse les gens. Après, il y a tout ce qui est dog sitting, adoption, voilà, quelle race choisir, quelle race peut me correspondre. On n'est plus dans une optique de je prends un animal parce que j'ai envie de prendre un animal et puis on verra bien. On se renseigne avant et on fait en sorte que la vie se passe bien avec lui. Mais Jean-Luc Vimino, on vient de l'entendre, quasiment les mêmes attentes, voire plus d'attentes que pour nous-mêmes. Le risque, c'est pas celui de l'anthropomorphisme. On calque des choses qui seraient trop humaines sur des animaux. Je pense qu'il y a déjà certains de nos animaux parmi nos contemporains qui souffrent de cette forme, entre guillemets, d'excès. Maintenant, ça dépend aussi de quel côté on voit le verre. Il y a la liberté aussi d'avoir un animal. Je dis souvent que moi, j'ai 2 chiennes, j'ai 2 chattes. Je souffrirais mal que l'on vienne me dire comment me comporter à leur égard. Maintenant, ce qui est important, je crois, c'est effectivement, ce sont les conditions dans lesquelles les animaux vivent avec leurs propriétaires. Y a-t-il un curseur et où faut-il le positionner dans une forme d'excès? Je ne sais pas, je trouve qu'il faut toujours... Je crois qu'il y a des choses fondamentales. En termes de conditions ou de bien-être de l'animal, c'est au moins lui être disponible, lui apporter du temps. Moi, je répète souvent, une bonne gamelle, un endroit sympa, un foyer accueillant, empathique, et à tout le moins des propriétaires qui cherchent à entrer dans le schéma mental de leur animal et qui essaient de comprendre cette forme de langage qui est très non-verbal. Je crois que ça, c'est la question fondamentale. Enfin, c'est le point fondamental. Mais la question que vous posez, effectivement, de savoir jusqu'où aller, c'est pas tant pour le propriétaire, effectivement, que dans l'intérêt, surtout de l'équilibre mental de l'animal qui, dans certains cas, peut-être y perdre un peu son équilibre sur ses 4 pattes ou ses 2 pattes, là. Isabelle Courtenay, c'est parce que vous ne trouviez pas les habits que vous désiriez pour votre chatte que vous avez créé votre propre ligne d'accessoires et de vêtements. C'est en Argentine que vous avez fait votre formation. Des idées qui vous sont peut-être venues de l'étranger, les États-Unis, l'Argentine, ils sont plus en avance que nous, pas tant que ça. Les États-Unis et le Japon. Les États-Unis et le Japon surtout. Et l'Asie en général. Vous créez votre marque en 2014. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous fabriquez comme article? Qu'est-ce que vous proposez comme article? Alors là, j'ai ramené un modèle qui plaît énormément, c'est le petit sweat. Alors, montrez-nous bien, voilà. Donc, bon, en soi, c'est un sweat. Par contre, j'essaie de tenir compte de l'aspect des nécessités aussi bien du chien, de son confort. Alors, je ne sais pas du tout dans quel sens ça s'enfile. Vous allez peut-être montrer, parce que ça irait bien à Nala, comme c'est une fille, et que c'est rose. La particularité de mes produits, c'est qu'on les ouvre complètement à plat. Donc, ce ne sont pas des produits qui s'enfilent. Et ça fait toute la différence. Aussi bien pour le chien lorsqu'on lui met que pour le maître lorsqu'on lui met, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs et que j'ai développé. Ça fait partie de l'expérience que j'ai eue quand je travaillais en Argentine, parce qu'on j'avais accès il y avait une boutique, donc il m'arrivait de donner un coup de main en boutique. Et là, j'ai vu combien c'était compliqué d'habiller un chien, en fait. Et lorsque le chien a potentiellement des problèmes d'articulation, là, c'est pas recommandé qu'il fasse certains gestes. Le geste de lui faire enfiler un sweat, ça peut aggraver des problèmes qu'ils peuvent avoir au niveau des lombaires. Et là, au moins, comme il ne fait pas le geste, on le protège.
Enfin, voilà, penser le produit de la manière la plus pratique, aussi bien pour le chien que pour l'humain. En fait. Elisa, vous avez l'habitude d'habiller votre chienne Ça ou peut pas? arriver l'hiver quand il fait très froid ou quand il pleut, parce que madame ne veut pas marcher sous la pluie. Mais c'est effectivement pas simple de trouver des vêtements qui leur aillent. Voilà. Qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, en produits textiles, le sweat. Ouais. Alors ça, d'ailleurs, c'est les produits de la nouvelle collection. Rose bébé et bleu électrique, c'est les deux couleurs fortes pour l'année prochaine. Et en accessoire, c'est l'os à strass, clairement. L'os à strass. Alors, l'os à strass, donc Voilà. c'est un os pour jouer? C'est un os, en fait. Ouais. Ça a la forme d'un os et à l'intérieur, c'est un dévidoir, en fait, pour sac à déjection canine. Mais comme il est rempli de strass, j'ai appelé ça joliment l'os à strass. Je trouve ça plus joli que l'os à sac à caca ou je sais... L'os à strass. Vous assumez le fait que c'est un accessoire de mode, Oui, c'est mais bien aussi sûr. pour le plaisir, Mais bien sûr. c'est aussi du gadget. En gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas méchant du moment qu'on se fait tous plaisir, c'est ça? Je crois que oui, dès lors qu'on se fait plaisir et qu'on fait... Tout le rapport, c'est de savoir si ça exerce une contrainte sur l'animal dans son comportement, En l'occurrence, etc. c'est pas le cas. Mais a priori, si mademoiselle ou madame souhaite se faire plaisir et faire plaisir à son animal, en quoi ça peut être, par exemple, sur l'espace public, ça peut déranger quelqu'un? C'est aussi le regard que la société porte. Parce qu'on a un regard qui est en forme de condamnation et de jugement. Et je répète, qu'est-ce qui m'autorise, moi, de juger, même si, j'avoue franchement que là, je m'interroge. Je me dis, là, ses poils et tout, il peut s'habituer. J'aurais un peu tendance à être old school, quoi, me dire, il n'a pas forcément besoin du manteau. Mais qu'est-ce qui me permet, moi, Jean-Luc Vimeno, de vous dire, non, voilà, l'animal se porte bien, il vit comme ça. Je pense qu'à aucun moment, ça n'empiète sur la liberté d'autrui et ça ne nuit à la vie, au vivre ensemble. Alors, j'ai envie de vous demander la prochaine étape, la prochaine idée, toujours dans cette même idée du bien-être de l'animal et du plaisir. Pour moi? Ouais. On à est- tous pour finir cette émission. On est dedans, là, c'est surtout, on parle du marché des animaux, c'est 50% de l'alimentation et il y a énormément de choses à faire pour améliorer l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment sur ce en quoi on travaille aujourd'hui. Vous, pour Nala, vous avez des envies ou alors pour votre site aussi Alors moi, ma principale, en fait, ma seule envie, c'est pour tous les animaux en général. Je pense que pour faire évoluer le bien-être de l'animal, ça doit passer par la justice et aussi un peu par la politique. La justice, c'est La justice, parce qu'aujourd'hui, les actes de... Parce qu'on parle de tout l'amour qu'on voue à un animal, mais il y a aussi des actes de cruauté absolument abominables. Aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre émission, d'ailleurs. Là, on était dans un autre sujet, un autre thème relié aux animaux. Mais évidemment que les animaux font partie des thèmes que nous abordons ici. Donc ma seule volonté, c'est que la justice applique des peines plus lourdes en cas de maltraitance pour que les animaux voient leurs conditions améliorées. Ce qui est déjà reconnu par la loi, mais ça pourrait aller plus loin. Une idée d'accessoires pour développer votre ligne, votre business. Vous avez déjà des... Alors oui, je suis sur un projet en fait de développer une ligne maître chien. Donc avoir le sweat de l'humain combiné ou coordonné avec celui de... sorti. Ça, j'ai vu ça à New York, ça existe. Voilà. Oui. Parce que finalement, ce qu'on aime nous pour soi, on l'aime pour son chien, tout simplement. D'accord. On a envie d'être accordé, coordonné. Dans votre hôtel, il y a des nouveautés en prévision. Vous avez envie de développer quelque chose en particulier? Alors, nous avons ouvert un deuxième établissement qui se trouve en Normandie. Et nous y amenons plusieurs fois par semaine. On fait la navette de Paris jusqu'à la Normandie. Au lieu de les garder sur Vincennes, nous les gardons là-bas. Et nous avons créé un nouveau concept qui est un ranch canin. Donc, c'est un complexe hôtelier posé sur 7 hectares de terrain, 1 hectare dédié à chaque activité, donc 1 hectare dédié à l'agility, 1 hectare où se trouve une forêt, une autre sur laquelle on s'est amusé à détourner des palettes pour que les chiens se reposent, 1 hectare où se trouve le bâtiment, 1 hectare dédié à de l'éducation avec des parcours d'éducation, et on a notre dernier hectare sur lequel on projette de construire des lodges pour accueillir les clients avec leurs chiens, pour qu'ils puissent passer des vacances, parce que
On connaît le concept de passer ses vacances avec les enfants, mais pas avec le chien. Et là, tout est prévu pour les accueillir en vacances. Et on se trouve au Pays d'Auge, et donc c'est magnifique. Une première cliente, il y a des relations qui se nouent sur ce plateau. Je vous laisse discuter après, mais en tout cas, pour le moment, c'est la fin de cette émission préparée avec Léo Brachet. Je voudrais remercier aussi la ville de Meudon qui nous accueille aujourd'hui et en profiter pour annoncer un événement, l'exposition Auguste Rodin qui se déroule, une passion pour Meudon qui se déroule au musée d'art et d'histoire de Meudon. 9h50, c'est le matin, c'est tous les jours sur France 3 Paris, Île-de-France. Soyez au rendez-vous et je vous souhaite une très très bonne journée en compagnie de vos animaux si vous en avez. Démarrez la journée du bon pied en regardant vos émissions matinales avec le laboratoire Mylan. Bonjour à toutes et à tous, très belle matinée sur France 3. Merci d'être là pour ce nouveau numéro de Face à Face, une matinée en chanson avec un artiste singulier qui creuse son sillon depuis bientôt 40 ans. Il a marqué le début des années 80 avec une chanson comme Je marche dans les villes et revient avec ses Légendes urbaines qui est le titre de son dernier album. Il sera sur la scène de la Cigale le 20 novembre prochain. Cet invité, c'est Jean Guidoni. Bonjour Jean. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, Prenez place. Alors, Légendes urbaines, vous renouez avec vos premières amours parce qu'au début des années 80, vous chantiez la ville dans tous ses états. Voilà, et là j'ai renoué surtout avec mon écriture parce que là c'est moi qui ai écrit l'album et j'ai essayé de renouveler, renouer avec les univers décalés dans lesquels j'aime bien me promener, que j'aime bien chanter. Alors c'est vrai que c'est vous qui avez écrit tous ces textes. Vous aviez fait une pause de pratiquement 10 ans, rendant des hommages à d'autres, hein, Prévert ou Alain Leprest. Prévert, Alain Leprest. Vous n'étiez pas resté sans rien faire. Bien sûr. Mais du Jean Guidoni pur jus, ça faisait longtemps quand même. Et en plus je suis ravi de chanter à la Cigale parce que c'est dans le quartier où j'ai débuté quand même, puisque j'ai fait le théâtre en rond qui est maintenant l'espace européen. Voilà. Tant de temps à passer. Hein. Pourquoi est-ce que la ville vous inspire tant et de quelle manière vous aimez la chanter ou vous aimez la décrire? J'aimais la ville, j'aime toujours la ville, mais bon, peut-être un petit peu plus calmement maintenant. La nuit surtout, parce que je trouvais qu'il y avait une liberté déjà dans la tête et puis dans l'air. Et c'est ça qui m'a toujours inspiré, c'est ça qui m'a donné envie d'aller creuser et puis d'aller visiter des univers que je ne connaissais pas forcément, mais de découverte en découverte, voilà. Et la liberté, beaucoup. Vous collectionnez les impressions, les sensations, et après vous en faites votre miel, vous en faites des textes qui sont à la fois un univers assez violent et assez dur parfois, mais toujours sublimé par la poésie. Oui, en tout cas, j'essaie d'y mettre beaucoup d'humanité, d'y mettre ce que je suis avec mes défauts, puis quelques qualités que j'ai peut-être. Mais c'est surtout ce qui m'intéresse le plus quand j'écris un texte, c'est de pouvoir l'incarner après sur une scène. Voilà. C'est ça qui me... Ce qui nous amène à parler de la Cigale. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a Jean Guidoni sur disque et il y a Jean Guidoni visuel. Ouais. Et c'est vrai qu'on a ces souvenirs de ces spectacles où vous étiez... presque un transformiste, on peut le dire. J'ai joué sur scène avec des éléments de séduction, qu'ils soient masculins ou féminins. J'ai joué avec des bas, j'ai joué avec beaucoup de choses, mais toujours en gardant quand même une présence la vôtre. Réelle. Quoi, la vôtre, oui. Voilà. Vous jouez sur l'ambiguïté, mais c'est toujours vous. Vous êtes revenu à des choses beaucoup plus simples et élémentaires sur scène? Oui, je pense que j'arrive à un moment où j'ai envie d'être plus dans l'épure, peut-être. Bon, alors après, l'idée est là. Après, ce qui se passe sur scène, je suis un peu à l'instinct, je vis à l'instinct. Justement, on va vérifier ce qui se passe sur scène. On va essayer. Parce que vous avez fait un concert à l'Européen, justement ce théâtre en rond dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'était au printemps. Vous allez être sur la scène le 20 novembre de la Cigale. Mais on regarde un extrait du spectacle. Que cherchez-vous? Nassima, Fatia, Isia, relevez-vous.
c'est mon cœur qui bat. Moi je danse, je danse, je danse. Voilà un extrait du spectacle de Jean Guidoni qui sera à la Cigale le 20 novembre prochain, qu'il est invité ce matin de Face à Face. Alors, 2 nouvelles chansons dans ce spectacle, mais j'imagine que ceux qui vous suivent, ils sont très fidèles, parce que vous avez un public qui vous suit depuis presque 40 ans. Ouais, bah oui, ça passe très vite, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent et puis d'autres qui viennent. Quoi. Alors, ils ont envie, j'imagine, aussi d'entendre des chansons qu'ils ont aimées il y a presque 40 ans. Je pense à Djemila, je pense à Je marche dans les villes et d'autres encore. Oui, je reprends pour les gens qui connaissent Je pourris camarade, voilà, il y a un climat, plus les nouvelles chansons, voilà. Alors, comment est-ce qu'on réinterprète ces chansons lorsqu'elles sont un peu anciennes? On garde évidemment la trame mélodique, mais... Oui, j'ai la chance avec... ce sont des chansons, la plupart de Pierre Philippe, en tout cas 2, qu'il ait eu une écriture intemporelle, donc elles ne sont pas marquées dans le temps en vérité. Et puis j'essaie de les incarner à nouveau avec ce que je suis, ce qu'on devient, ce qui on est, voilà. Essayer de s'adapter au temps qui passe. Comment vous expliquez, Jean Guidoni, qu'il y a cette fidélité? Parce que c'est vrai qu'on vous voit peu à la télévision, on est content de vous avoir aujourd'hui. Et le public vous suit, il se passe presque le mot, c'est presque du bouche à oreille. Jean Guidoni va être dans tel théâtre, à tel moment, il faut y aller. C'est vrai que vous les avez marqués à une certaine époque et ils vous ont suivi. Je pense, après il y a eu quand même d'autres spectacles qui ont marqué. Je pense au spectacle que j'ai fait avec les 2 pianos, donc qui ont été des moments importants de ma carrière, si on veut. Et les gens ont suivi parce que je crois que j'aime bien les gens, je pense qu'ils le sentent. Et puis parce que vous les avez chantés, c'est vrai que dans les années 80, vous avez été un des premiers à chanter l'homosexualité. Ça ne se faisait pas tellement, ou alors par allusion, mais là c'était vraiment... Vous disiez les choses d'une façon très vraie et très réaliste. D'une façon très réaliste, et les dire simplement, surtout, de pas ni d'être un porte-drapeau, ni quoi que ce soit, mais simplement dans la chanson. Je parle de dire les choses telles qu'elles sont dans la vie, quoi. Voilà, c'est ça, parce que bon, c'est pas évident pour tout le monde, mais en tout cas sur scène, j'avais envie d'être vrai, quoi. Voilà. Ça a marqué en tout cas toute une génération, des gens qui ont votre âge aujourd'hui. Vous étiez un jeune homme à l'époque, vous n'avez pas 30 ans lorsque vous avez commencé. Parce qu'il y a eu 2 Jean Guidoni, il y a eu les tout débuts jeunes hommes où vous chantiez des choses un peu guimauves. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'univers? Il s'est passé, c'est que je me sentais très mal dans la peau d'un chanteur de variété, entre guillemets, bien évidemment. Et ça a été la rencontre avec une chanteuse qui s'appelle Ingrid Caven. J'ai vu ce spectacle-là et je me suis dit, moi qui arrivais de la variété, je me suis dit quand même, il y avait les textes de Fassbinder, je me suis dit, la chanson, ça peut être ça aussi. Voilà, donc j'ai pu laisser aller la théâtralité que j'avais en moi, que je retenais bien évidemment. Parce que déjà, j'étais timide. Vous vous êtes trouvé. Je me suis trouvé, je pense, oui. Puis on m'a aidé à me trouver aussi. Merci beaucoup, Jean Guidoni, d'avoir été l'invité de ce Face à Face. Je rappelle Légendes urbaines, qui est votre dernier album. Et puis vous serez le 20 novembre prochain à la Cigale. À ne pas manquer. Très belle journée à vous. Merci de votre fidélité.